deuxième livre qui est donc sur comment surmonter le deuil. Donc ce livre-là, je l'ai écrit, c'est vrai, après des échanges avec certains patients qui étaient en train de vivre des situations un peu difficiles dans le deuil. Et c'était pour pouvoir leur permettre d'avoir un outil ou de personne, ou bien pour offrir à quelqu'un qui passe une situation de deuil, un outil pour leur permettre de comprendre que le deuil, au-delà de la perte d'une personne, d'un être, c'est aussi autre chose. Et l'autre chose, donc c'est de ça dont on va parler. Au niveau en fait des situations de deuil, en fait c'est toute rupture. Alors il faut comprendre que par les ruptures, c'est déjà même le bébé, il sort du ventre de la maman où il était à l'aise, il sort, mais généralement il crie. Ou s'il ne crie pas, on l'aide à crier pour qu'il puisse commencer à respirer, mais c'est douloureux. Donc c'est sortir d'une étape de bien-être où on est dans sa zone de confort. Et après, on passe dans une situation différente. Donc, c'est une nouveauté. Les situations de deuil peuvent être aussi le fait de changer d'emploi. Donc, on va quitter un travail, on va quitter des amis, on va quitter des collègues, et on va changer. On va voyager aussi pour s'installer ailleurs, ou même un déménagement. Mais c'est aussi faire le deuil de l'ancienne maison qui était comme ça, avec, même si peut-être on se dit, ah oui, il était tout petit, là, quand il est en grand case, mais entre tout petit là, il était bien dedans quand même. Parce qu'on était tout petit rebelle là, on était à l'aise dans tout petit là. Et après, c'est s'habituer avec la nouvelle maison, le nouveau confort, le nouveau voisinage aussi, qui n'est pas forcément plus agréable que l'ancien. Donc c'est tout ce qui est pouvoir changer comme ça, passer d'une étape à une autre. Ça fait partie d'un processus de deuil. Pour ce qui est du deuil même de l'être, parce que, comme on dit, il y a les deuils de l'aider, les chagrins d'amour. Donc là aussi, il faut faire le deuil de cette situation, de ce passé, de cette histoire, et pouvoir accepter d'aller de l'avant et de comprendre qu'il faut surtout prendre soin de soi. Pour ce qui est de ce qui va nous arriver comme commémoration, la perte de quelqu'un, donc la personne elle est décédée, là c'est encore autre chose. Donc c'est un peu plus compliqué, toujours accroché, excusez-moi. Au niveau de cette situation, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes dans le cheminement du deuil. Donc d'abord, on va passer par le choc de l'information. On va se dire, voilà, c'est arrivé, mais on l'attrape en pleine face quand on n'y est pas préparé. Il s'agit d'accidents, de départ brutal en fait. Et même parfois, on s'est même préparé, la personne était malade, on se dit, oui, mais ça va finalement aller, elle va tenir le coup, mais finalement non. La personne, elle part quand même, parce que son heure est arrivée, même si ce n'est pas toujours de la meilleure manière à laquelle on s'attendait. Ensuite, on passe dans la partie du déni. Donc, on va se dire, mais non, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, voilà, on est dans le déni. Et en fait, ces étapes-là dont je vous parle pour le deuil, c'est même quand on perd quelqu'un, c'est aussi, dans tout processus de deuil, ce sont ces étapes-là. Parce que, comme par exemple, on a perdu le compagnon ou la compagne, et bien on peut se dire, mais non, il va revenir, ou il va revenir, donc on est dans du déni, c'est pas ce qui est arrivé. Et après, quand on réalise que réellement, la personne est partie, elle n'est plus là, on est dans l'étape de colère. On a une colère vis-à-vis de soi, parce qu'on se dit, ah oui, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû être là, à ce moment-là, j'aurais pu l'accompagner, j'aurais pu sauver sa vie, j'aurais pu, tous les jours, les si, se mettent un peu en branle, et on est dans une étape de colère. Et aussi cette colère-là peut être rejetée, renvoyée sur l'autre. Donc dire à l'autre, oui c'est ta faute, tu aurais pu faire ci, ou bien au niveau du travail, oui c'est la faute du patron, si je dois démissionner, c'est la faute du patron s'il m'a licencié, peu importe. Mais c'est cette étape-là où il y a la colère qui arrive et qui vient faire face. Après, comme autre période, je dis période parce que c'est celle qui est la plus longue, c'est la peur. Donc la peur de l'inconnu. Et généralement, cette peur de l'inconnu peut être très très longue. Et c'est là où on va se dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je pourrais surmonter cette situation? Son absence, ce changement de logement, là c'est
c'est vraiment, j'appelle, généralement, quand vous allez voir dans le livre, c'est représenté par une forêt. Et je dis comme une forêt de torpeur, en fait, où on se dit maintenant, voilà. Et le burn-out peut arriver à ce moment-là, toutes les dépressions peuvent se passer à ce moment-là, pendant cette période de peur. Après, on va être dans une période de négociation. La période de négociation, c'est est-ce qu'on peut gérer, revenir sur la chose, revenir en arrière, essayer de mettre des compromis quand la personne est vivante ou quand la situation est possible. Dans la situation où on a perdu quelqu'un, cette partie de négociation, elle est spirituelle. Donc c'est quand on va aller méditer, on va aller prier, échanger avec cette personne-là, pour aussi lui dire en fait ce qu'on a sur le cœur, vider quelque peu de son sac. Et ensuite on passe dans la période de tristesse. Et là on lâche l'émotion liée au deuil. Et c'est là où on se met à pleurer, à relâcher un peu tout. Et à commencer à se dire, mais c'est vraiment ce qui est arrivé. Et donc on relâche les émotions. Pour finir par l'acceptation. Et l'acceptation, c'est pour pouvoir se dire, voilà, j'ai vraiment déménagé, je suis plus dans cette maison-là. La situation professionnelle s'est vraiment arrêtée. Je suis peut-être dans un autre travail ou pas, mais je dois faire avec. Donc accepter aussi que le défunt, il n'est plus là. Et qu'on doit se dire, bon, mais la vie continue malgré tout. On doit continuer d'aller de l'avant parce que nous, on est encore vivants et on a quelque autre chose à pouvoir réaliser en fait dans la vie. Et voilà. Donc ces différentes étapes au niveau des étapes du deuil, ce cheminement-là, alors vous allez trouver dans les recherches qu'il y a parfois d'autres appellations ou d'autres étapes qui sont supplémentaires. Personnellement, j'ai préféré vraiment mettre celle qui me semblait être le plus parlante au niveau chronologique et au niveau synthétique, parce que j'aime beaucoup synthétiser les choses, aller à l'essentiel, pour qu'on puisse vraiment comprendre comment les choses se passent au niveau émotionnel dans le processus du deuil. Après, faire le deuil d'une situation, ce n'est pas oublier là où on était, oublier l'autre. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais quand on fait le deuil, on ne fait jamais le deuil d'une situation. Je dis non, le deuil, ce n'est pas la situation qu'on oublie. Le deuil, c'est que l'émotion qui est liée à la situation, elle ne sera plus aussi embarrassante, aussi invivable en fait pour le quotidien. Et quand cette souffrance-là, elle n'est plus là, elle n'est plus aussi importante, là, on peut dire qu'on a fait le deuil. Voilà. C'est bien de rappeler la notion d'émotion, parce qu'on peut se tromper et penser qu'on a oublié l'autre, mais non, à un moment, il faut effectivement penser à soi. Alors, je ne sais pas si dans le public, il y a quelqu'un qui voudrait déjà réagir par rapport aux propos de Madame Sensé. Alors, je rappelle que nous sommes à Lolo Pays ce soir, à Monalo, et nous sommes dans nos TPI littéraires. Et comme ça correspond un peu avec la Toussaint, nous avons voulu parler du deuil, et parce que Madame Sensé avait déjà fait un travail sur le deuil. Il n'y a pas que le deuil lié à un décès, mais il y a le deuil lié à toute situation qu'on décide, suite à une rupture quelconque, de passer le cap, de prendre le temps de passer le cap. Moi, je voulais dire que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait que toute situation de séparation ou autre entraîne forcément une émotion. Et parfois, on peut vouloir rejeter cette émotion, nier en fait cette émotion. Mais forcément, quand on a vécu quelque chose qui n'a pas été agréable, ça s'accompagne d'une émotion. Et c'est vrai que je comprends en quoi l'art-thérapie peut venir aider pour en fait, aider à se débarrasser en fait de cette émotion et pouvoir aller un peu plus loin. Oui. Merci. Je te laisse répondre. Oui, en fait, elle appuyait en fait cette situation d'émotionnel. Et c'est vrai que l'outil que j'utilise, je disais tout à l'heure, que j'utilise l'art-thérapie, c'est vraiment pouvoir se détacher émotionnellement de la situation
pour pouvoir en fait la faire diminuer l'intensité, pour pouvoir mieux vivre avec le souvenir de ce qui s'est passé, de la rupture, de la perte que la personne a eue, peu importe, comme je disais tout à l'heure, que ce soit le travail, amis, déménagement ou un proche qu'on a perdu, mais c'est pouvoir vraiment gérer cet émotionnel-là pour pouvoir aller mieux. L'essentiel en fait, c'est que la vie elle continue malgré tout. Et comme je dis souvent, dès qu'on est, on va mourir. Oui, mais Madame Sensé, c'est peut-être facile pour toi de le dire parce que tu as fait une recherche, parce que tu as écrit. Mais comment accompagner quelqu'un avant que cette personne n'arrive chez toi? Je sais pas, moi je rencontre quelqu'un qui vit un deuil. Comment accompagner cette personne? Quoi lui dire? Comment trouver les mots pour lui faire en fait arriver jusqu'à la phase d'acceptation? Alors, lui faire arriver à la phase d'acceptation, c'est elle qui devra faire le chemin. Trouver les mots, en fait, j'aurais dit, ce serait plus de laisser la personne s'exprimer et aller aussi à son rythme. Et surtout aller l'encourager à pouvoir verbaliser, si elle le peut, son émotionnel. Et gérer son émotionnel, c'est pouvoir décompresser, mais après il y a plusieurs méthodes. Il y a des personnes qui peuvent aller à la montagne, enfin en nature, c'est déjà le tout premier point. Et pour éviter de passer après dans une dépression, parce que c'est parfois très compliqué, il y a des gens qui ne veulent pas non plus parler. Donc du coup, elle reste repliée sur elle-même, mais c'est donner du temps à la personne et lui dire que quand elle se sentira prête, que vous êtes là. Parce que vous ne pouvez pas forcer la personne, oui, viens, on va sortir. Non, il faut lui donner le temps, aller à son rythme. Ça, c'est à mon sens. Merci. Effectivement, je rejoins tout à fait. C'est vrai que la personne ne le dit pas, hein, ou la personne ne va pas forcément vers quelqu'un. Donc, la question serait de savoir comment, est-ce que les gens viennent facilement vers vous? Est-ce qu'ils expriment ou est-ce que c'est vous qui percevez? Voilà, ça sera la question. Parce que les gens qui sont dans cette difficulté face à un deuil ne disent pas forcément. Est-ce que c'est vous qui percevez du moins leur douleur et vous essayez de les accompagner? Est-ce qu'ils viennent naturellement? Plutôt? Alors, les personnes qui ont eu besoin de travailler sur la gestion du deuil sont venues vers moi. C'est vrai qu'elles m'ont entendu parler sur les médias, donc du coup elles ont une information que je faisais l'accompagnement sur la gestion du deuil, où elles ont vu le livre à la librairie, dans les différentes librairies qu'il y a chez nous en Guadeloupe et à Marie-Galante. Donc les gens m'ont contacté. Après, l'accompagnement s'est fait au cabinet en individuel. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé, oui, est-ce que vous allez faire un atelier sur la gestion du deuil? J'ai dit, pour le moment, c'est pas encore au programme. Par contre, c'est vrai qu'il y a une thématique, cette thématique-là va revenir avec des échanges avec d'autres professionnels que moi pour pouvoir aider les personnes à avoir un autre regard sur ce qu'est le deuil en lui-même. Parce que c'est vrai que culturellement parlant, on a eu l'habitude de vivre de manière cérémoniale les situations de deuil. Et avec le Covid, ça s'est pas fait pendant quasi 2 ans. Et c'était un peu compliqué pour les personnes de justement surmonter cette étape du deuil. Parce qu'elles n'ont pas pu dire au revoir. C'était très compliqué. Oui, c'était très compliqué. Du coup, il y a eu des personnes qui sont venues vers moi pour pouvoir faire cette étape-là. Donc après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je propose des exercices. Après, ce sont des exercices qui sont relativement simples, mais qui, dans leur simplicité, c'est pour que la personne puisse comprendre. C'est ça que le livre disait que c'est accessible. Donc la personne, elle a une consigne et puis elle fait après seule l'exercice. Et si elle a besoin d'un accompagnement, d'un éclairage supplémentaire, mais on fait un accompagnement individuel. Et c'est arrivé avec une de mes patients, que je lui dise après la 2e séance, mais qu'elle a plus besoin de venir. Parce que moi, je ne suis pas là pour pouvoir suivre des gens par quel temps, non. En fait, ça s'appelle de la thérapie de rêve. Donc, c'est te donner des outils que tu puisses appliquer et voire dupliquer pour pouvoir continuer à travailler en autonomie. Parce que c'est vrai que chez les Chinois, il n'y a pas beaucoup de médecins. Parce qu'on te donne l'outil pour pouvoir prendre soin de toi. Donc l'idée, c'est de pouvoir être soi-même son propre médecin. Il faut savoir que dans tout accompagnement,
les personnes, tout cela, monsieur aussi, généreux aussi, vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir surmonter toutes les situations qui se présentent à vous. Sauf que la petite clé n'est pas toujours trouvée. Et en fait, mon rôle dans les accompagnements, c'est juste de pouvoir vous aider à la trouver, parce que la réponse, elle est en vous. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a parfois des blocages qui empêchent en fait de trouver, d'avoir accès à cette réponse, à cette solution pour vous permettre d'aller mieux. Et donc, c'est généralement donc, la PNL, programmation neurolinguistique, qui permet par des protocoles de pouvoir également trouver ces réponses-là qui sont en soi. Je veux savoir, est-ce que c'est dans est-ce que c'est dans le dessin de la personne pour voir que la personne va mieux, ou bien c'est dans son expression? Qu'est-ce qui va changer en fait? Il fera qu'on dira que là maintenant c'est bon, vous n'avez plus besoin de venir me voir. Alors, c'est dans les deux. D'abord, c'est vrai que j'échange avec la personne quand elle arrive. Donc, la première fois, elle vient me parler de la situation. Et donc, je lui raconte l'histoire de cette dame. Dès qu'elle évoquait le nom de sa maman, elle fondait en larmes. Donc, du coup, après, il fallait parler de continuer, de parler un petit peu d'autres choses. Mais systématiquement, dès qu'elle parlait de sa maman, elle était en larmes. On a fait des exercices pendant la séance. Et après, je mets un peu d'ironie des fois pendant les séances pour pouvoir faire rigoler un petit peu et décontracter la personne pour lui permettre un peu de sortir complètement, comme on dit, la tête dans le guidon. Et donc, on a fait ces exercices. La deuxième fois qu'elle est venue, c'était... quand je dis deuxième fois, la première fois, c'est juste le premier entretien. Donc, je fais toujours un premier entretien pour pouvoir vérifier avec la personne si la raison pour laquelle elle vient, c'est vraiment la bonne. Parce que parfois on dit oui, je viens pour du stress, mais après, moi je vois que c'est plus pour la confiance en soi qui a travaillé, de l'estime de soi, ou encore même parfois la prise de parole en public par rapport à ses postes, par rapport à sa manière d'être. Donc, et quand je pose des questions, donc elle-même se rend compte qu'il y a d'autres priorités peut-être à travailler. Et donc c'est le premier entretien. Donc cette dame-là, lors du premier entretien, comme je disais, elle pleurait. Et ensuite, donc le deuxième jour, là, on a fait les exercices. Et elle était toujours un peu dans le même émotionnel. Mais après, je propose des exercices qui sont assez chocs. Je peux dire ça comme ça parce que parfois moi-même, j'en rigole avec le patient pendant qu'il fait l'exercice. Donc c'est des retours sur des situations, des anecdotes et en même temps, elle travaille. Donc on fait revenir un peu sur le passé. Et on travaille toujours sur l'émotionnel. Et généralement, on se voit tous les 15 jours, donc la quinzaine d'après. Quand elle revient, parce que, en fait, quand je donne l'exercice, le temps du prochain rendez-vous, elle doit travailler sur elle. Donc, voilà. Et quand elle est donc revenue après, et elle me parle, donc je la laisse parler. Sauf que je la regarde, et elle me parle de sa maman. Elle est tout en train de sourire. Je dis, ah ok, c'est bon. C'était juste comme ça. Et après, on parlait de votre situation. Et c'est à ce moment-là, je lui dis, mais vous savez, ça fait déjà 3 fois que vous venez de votre maman. Et à aucun moment, vous n'avez ni été dans l'émotionnel, ni pleuré. Et elle me dit, ah oui, c'est vrai, que sa fille lui a fait remarquer ça depuis la semaine d'avant, quand elle est sortie de la séance. Où en fait, elle avait déjà commencé ce travail-là. Et du coup, on a fait un autre exercice, on va dire c'est de l'ancrage, pour pouvoir consolider cette situation. Et après, je lui ai dit sincèrement, c'est plus la peine de venir. Hein. Donc, c'était cette expérience-là avec elle. Après, il y en a d'autres pour lesquels c'est plus long, parce que le lien était un peu plus compliqué à dénouer. Parce que quand il y a des situations parfois fusionnelles avec le défunt, ça prend plus de temps au niveau de l'accompagnement. Donc voilà. Est-ce que c'est le temps, le lien, est-ce que c'est le lien entre, vous avez dit le fusionnel entre les deux personnes, ou bien est-ce que c'est simplement parce que pour certaines personnes, c'est plus long que pour d'autres? C'est pas forcément le lien qu'ils ont entre eux. C'est pas forcément, ça peut être le fait qu'il y a des gens qui mettront beaucoup plus de temps
à faire leur deuil ou à accepter. Voilà, ils seront plus dans l'acceptation sera beaucoup plus longue à arriver. Donc, je ne pense pas que ça soit forcément le lien. Alors, j'ai parlé de lien. Alors, j'ai parlé du lien par rapport aux personnes que j'ai accompagnées. Mais c'est vrai, comme je le disais au début, comme vous venez de le dire, ça va plutôt dépendre de l'individu. Parce que pour une même personne, pas une même personne, ce n'est jamais pareil. Mais pour une même situation, ben, le parcours peut être plus long ou pas. Ça, je disais par rapport au processus au niveau de la forêt. Mais si parfois on reste plusieurs mois, voire des années dans la forêt, avant de passer à l'étape suivante. Donc c'est vrai que c'est pas tant le lien fusionnel, mais aussi l'état émotionnel même de la personne. C'est vrai que c'est propre à chacun. Et ce qui est important quand la personne vient vers moi, c'est de pouvoir lui permettre déjà de lui dire, mais quand vous avez pris la décision déjà de venir, c'est que vous avez déjà enclenché déjà une étape vers une solution que vous voulez acquérir pour pouvoir être mieux vis-à-vis de la gestion émotionnelle que ce deuil-là génère en vous. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à aller travailler, qui ne peuvent plus sortir de chez elles, ou qui ne reprennent plus le volant, s'il y a eu un accident ou qu'elles étaient passagers. Il y a multiples situations qui font que les gens ont du mal à pouvoir se dire, ils passent à finalement une acceptation de la situation, de l'absence de l'autre. J'ai 3 questions. Alors, j'ai 3 questions. La première, c'est est-ce que le folklore guadeloupéen, je parle de la veillée, je parle de tout ce qu'il y a autour, est-ce que ça aide aussi au deuil? Deuxième question, par rapport à la pandémie, est-ce que vous avez eu un peu plus de patients à ce niveau-là, parce que comme on a entre guillemets, on n'a pas pu faire la veillée, tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque pour certaines personnes de ça? Et la troisième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas 2 deuils? C'est-à-dire que la perte de la personne, il y a le premier deuil, et le deuxième deuil, c'est une fois que tout est passé, la personne est accompagnée dans les débuts, et après elle se retrouve entre guillemets toute seule. Tous les gens qui étaient autour d'elle le jour du décès, ces gens-là commencent à partir un petit peu. La personne se retrouve toute seule. Est-ce que c'est pas aussi un facteur aussi qui fait que la personne n'arrive pas à faire le deuil? Voilà. Alors, par rapport à la première question, le folklore, ou je ne dirais pas plus le folklore, mais la culture Merci. qui a été mise en place par rapport à la perte d'un proche. Donc, c'est vrai qu'il y avait la veillée, et même tout ce qui était avant même la veillée, il y avait des annonces, donc les gens se préparaient au départ de la perte du défunt. Donc il y avait la veillée avant dans les maisons, après on a vu au niveau des pompes funèbres, et même comme c'était chez les pompes funèbres, il y avait un rassemblement. Donc c'est vrai qu'on avait la famille autour, il y avait des anecdotes autour du défunt, il y avait donc, toute cette ambiance familiale et conviviale avec les proches permettait de pouvoir se dire oui, mais on n'est pas seul. Donc c'est vrai que c'était une manière de soutenir la famille proche par rapport à cette perte, sachant qu'après l'enterrement aussi, il y avait ces fameux 9 jours de prière pour ceux qui étaient catholiques, pour pouvoir encore accompagner la personne, la famille, à pouvoir être dans l'acceptation du départ que l'autre n'est toujours plus là. Alors, cette première question-là retrouve un peu la dernière question du fait de se retrouver seul après, parce qu'en fait, quand la famille, tout le monde va commencer à attaquer un peu à ses occupations, à reprendre ses habitudes, mais c'est là que je disais, peut-être que c'est à ce moment-là que certaines personnes vont se retrouver dans la forêt, parce qu'elles seront face à elles-mêmes.
Et est-ce que tu peux répondre aux une et deux questions, trois questions? Oui. Et la deuxième question qui était concernant le Covid, je ne peux pas dire que j'ai eu plus de patients lors de l'après-Covid, parce que au niveau des accompagnements, ce n'est que récemment que j'ai commencé, d'autant que mon livre est sorti après Covid. Donc il est sorti en novembre 2020. Donc je n'ai pas eu d'accompagnement, voilà. Je ne peux pas dire qu'avant, voilà. Je n'ai pas fait de comparatif par rapport à ça. Il n'empêche que les retours que j'ai eus, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui me disaient oui, mais qu'ils ont eu du mal à pouvoir vivre cette situation-là. Mais elles ne sont pas venues me voir forcément pour des accompagnements, mais elles ont eu du mal à vivre le fait de ne pas dire au revoir, de ne même pas voir la personne, parce que c'était fermé, c'était les recommandations ministérielles sanitaires. Alors c'est vrai que c'est pour ça ma question, hein. Parce que personnellement, il y a eu beaucoup de décès autour de moi que j'ai pas pu voir, que j'ai pas pu, alors je parle de folklore, mais traditionnellement, notre culture, aller voir la personne, on n'a pas pu le faire. Et je pense que ça fait quand même partie du deuil et ça enlève une étape dans le deuil. Moi, je prends mon exemple, ma grand-mère elle est décédée, j'étais en métropole, j'ai pas pu venir. Et jusqu'à maintenant, le fait de ne pas lui avoir dit au revoir, c'est voilà, il y a le petit quelque chose qui voilà. Alors, quand on n'a pas pu voir la personne, il y a des exercices qui sont proposés pour pouvoir gérer ça différemment. Je souris parce que c'est vrai que ça peut arriver qu'on ne puisse plus voir cette personne-là. Que la personne, pour X raison, on ne puisse plus la voir physiquement. Mais il y a des techniques quand même, il y a des moyens. C'est ça que je disais tout à l'heure, au niveau spirituel, au niveau de la conscience, on peut faire un certain travail pour pouvoir un peu gérer ça. Voilà, bonne lecture. Alors c'est vrai que les livres de Madame Sensé peuvent se lire très facilement. Moi, je voudrais parler de trois cas d'amis. J'ai une amie qui a perdu son fils noyé sur une plage et elle était sur cette plage et elle est devenue folle. J'ai une deuxième amie, quand sa sœur l'a appelée, le temps qu'elle arrive chez la sœur était déjà morte avec tout le reste du corps sur le plafond, sur les murs. Et elle a laissé la Guadeloupe. Elle est également devenue folle. Et puis j'ai un troisième cas, je ne veux pas en parler. Moi, je voudrais que tu puisses dire aux gens, et peut-être Madame Biras, je voudrais vraiment te remercier d'avoir pu faire le déplacement ce soir et d'être là. Tu ne représentes pas les pompes funèbres Biras, mais tu es là en tant que collègue et en tant qu'ami, et c'est un thème qui t'a plu, tu t'es déplacé. Moi, je voudrais pouvoir dire aux gens, c'est sûr qu'on ne pourra pas leur porter une solution puisque chacun vit sa mort à sa manière, la mort à sa manière. Mais que dire aux gens pour que quand ça arrive, pour qu'ils fassent face? C'est-à-dire, bien sûr, ils peuvent acheter ton bouquin, le lire, mais comment faire face à la mort? Comment arriver progressivement à faire son deuil? Question pour Madame Ah non, c'est pour vous deux, hein, c'est pour vous deux. Hein. Je pense que tu voudrais que Madame Biras réponde avant. Donc, comment faire face à son deuil? Oui. Eh bien, tout simplement, hein, c'est simplement se faire accompagner. C'est se faire accompagner, c'est s'écouter. Hein, on doit pouvoir s'écouter. On doit être capable d'écouter l'autre. Ça, c'est pas évident, puisqu'on est dans un moment de stress. On n'entend rien. On ne veut rien entendre. Et on pense que la vie est terminée. D'accord? Donc, c'est un vrai travail sur soi. Mais c'est ne pas rester tout seul. Ne pas rester tout seul. Donc, l'accompagnement est obligatoire. Moi, je dirais même primordial. Voilà, dans ce sens. Et c'est vrai que c'est pas évident. On n'a pas les mots sur ces mots-là. Voilà, c'est pas évident de trouver les mots. Mais on doit être à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire, déjà, de par mon métier. Donc, c'est vraiment écouter l'autre.
et pouvoir l'orienter vers qui de droit. Donc maintenant qu'il y a la thérapeute, je serai, en plus des autres personnes, des autres spécialistes vers qui j'oriente les clients. Mais et puis quelquefois nous-mêmes, hein, il suffit d'un rien, d'un petit mot, et quelquefois on trouve, ou la personne trouve la solution. C'est peut-être pas une solution, mais on arrive à éclairer l'autre sans s'en apercevoir. Le simple fait d'écouter la personne et de lui dire bon, on reste là. Quelquefois on dépasse même. Voilà. Donc on écoute et puis on apporte les solutions sans trop savoir. Et puis après, voilà. Donc c'est vraiment de l'accompagnement dans le sens large du terme. Quelle que soit la manière dont, moi comme nous sommes à la veille de la Toussaint, je me permets de dire, quelle que soit la manière dont l'autre est parti, parce non, pas quelle que soit, parce que chaque deuil est différent, chaque situation est différente, chaque personne est différente. C'est pas évident. Ça peut nous paraître simple parce qu'on est là-dedans, parce qu'on reçoit, parce qu'on rencontre, mais chaque cas est unique. On ne peut pas, non, je ne peux pas me permettre de dire ça. Pas plus tard qu'aujourd'hui, vraiment chaque cas est vraiment différent. Quand j'entends, je revois cette dame, ça me revient pendant qu'elle parlait, où elle dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mon fils est mort, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive encore? Donc quand on a cette dame en face de nous, où elle est complètement anéantie, on doit trouver les mots pour pouvoir lui dire, mais on va arriver, on va jusqu'au bout. La question qu'on se pose quand on a cette personne en face, est-ce qu'elle va arriver à pouvoir inhumer son fils? D'accord? Et à la limite, elle était en train de s'effondrer. Elle ne trouvait pas, elle ne savait. Donc, rien qu'en disant ça, c'est qu'elle est déjà en train de chercher de l'aide. Et c'est là qu'on doit réagir, à ce moment qu'on doit commencer à réagir. Donc, chaque cas est vraiment unique. Merci, Madame Biras. Madame Sensé. Alors, Madame Biras l'a très bien présenté. C'est vrai que chaque situation est différente. Donc, pouvoir trouver les bons mots, comme elle disait MOTS, sur les MAI, parce que c'est pas évident. Donc, c'est pas, il faut dire que oui, allez, on va répéter la même situation, le même exercice, le même accompagnement. Ça, je disais, en fonction des patients que j'ai eus, ben, j'ai dû m'adapter. Et même si parfois, je disais tout à l'heure que je peux mettre de l'ironie sur certaines situations pour pouvoir permettre à la personne de voir différemment la situation, mais je n'ai pas rigolé de tout non plus. Donc c'est important d'avoir aussi la bonne posture et la bonne oreille et pouvoir permettre à la personne de parler, de s'exprimer, de laisser couler les mots, même saisir, couler les larmes. Parce qu'il faut pouvoir accepter de lâcher prise. Et ça, c'est pas évident. Et ça prend son temps. Et c'est vrai que le temps d'un n'est pas le temps de l'autre. Donc, c'est ce qui est un petit peu compliqué à pouvoir faire et gérer au niveau de l'accompagnement des personnes sur le deuil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une chose que je peux vous demander, ça va. Juste, comment elle arrive à se démarquer du psychologue? Parce que je ne suis pas psychologue. Justement, Alors, comment je peux me démarquer? Au niveau des psychologues, parce que j'en connais beaucoup, donc on n'a pas la même méthode. Les psychologues ont une autre méthode, une autre formation clinicienne, ou encore dans les analyses systémiques. Ils ont d'autres moyens, d'autres outils qu'ils utilisent dans l'accompagnement des patients. Donc, au niveau de l'art-thérapie, c'est vrai que l'art-thérapie vient aussi de la psychologie. Ce sont des psychiatres qui l'ont inventé en pouvoir permettre aux patients de gérer l'émotionnel en travers de leur création, donc peinture, dessin. Mais c'est vraiment une thérapie qui est douce, on va dire, thérapie douce, mais différente quand même de celle du psychologue, qui va être peut-être plus, je dirais peut-être, dans le verbal. Et moi, je vais laisser la personne réaliser ce qu'elle veut, sans pour autant être dans le côté directif, pour pouvoir leur permettre de lâcher l'émotionnel.
parce que je ne vais pas attendre quelque chose de leur part en retour. Le psychologue non plus également, c'est vrai qu'il laisse parler son patient, mais après il y a des psychologues qui sont plus à même de moi de pouvoir parler de leur pratique. Moi, c'est vrai que quand je leur dis aux patients, je ne suis pas psychologue, moi je suis juste art-thérapeute. Et les outils que je leur propose, c'est juste permettre de gérer l'émotionnel pour pouvoir passer à un émotionnel plus agréable pour leur quotidien. Non, je disais ça simplement parce que je trouve que c'est important de le dire déjà, parce que on regarde que dans notre culture, on remarque que dans notre culture, du moment qu'on dit psychologue, les gens, voilà. Donc c'est simplement pour ça où ils pensent qu'ils sont malades, etc. Parce que si on renvoie vers un psychologue, et bien c'est qu'ils ont un problème. Et donc c'est simplement pour cela que ça serait bien, voilà, c'est bien de, ne serait-ce que pour le patient ou le client ou peu importe, hein, pour qu'il arrive à mieux accepter, peut-être par l'art-thérapeute, ça sera différent que de lui dire que bon, eh bien, ça serait bien de voir. Oui, mais ça c'est déjà arrivé, pas sur le cas de la gestion du deuil, que j'ai des patients qui aient des troubles. Et j'ai dû demander à ce qu'ils puissent voir, même pas comme psychologue, mais un psychiatre. Donc, parce que chaque personne a ses compétences.